Merci de m'accueillir sur cette journée. Alors, les transitions sont parfois difficiles, mais il y a quand même toujours du lien. On parlait d'accéder à une qualité de vie, à un confort, et donc là, ma thèse s'y rapporte. Elle est évidemment plus santé publique. L'idée, c'était d'étudier la fréquence, la probabilité et la précocité du recours à des structures de soins palliatifs spécialisées, en particulier aux soins palliatifs hospitaliers. Et je l'ai fait chez les patients avec cancer en France à partir de données, de deux bases de données, une issue des registres de cancer de la Gironde, au niveau départemental, et une autre base de données issue d'une cohorte nationale de patients avec cancer du sein métastatique, intitulée cohorte ESME. Et je l'ai fait au sein de l'équipe cancer et environnement du département de santé publique de l'Université de Bordeaux. Et sous la direction du professeur Natounin Félicie. Alors, je vais présenter rapidement. Excusez-moi, juste je vous interromps une seconde. Le son n'est pas très bon. Peut-être faudrait se rapprocher de l'ordinateur ou parler un petit peu plus fort. Attendez, parce que je pense que ça n'a pas sélectionné le bon micro. Alors là, on n'entend plus. Non. Ouais, désolé d'avoir interrompu, mais effectivement, c'était un. Non, mais il y a un problème. Ouais, parce que même là, je vous entends pas très bien. Vous entendez mieux? Pas beaucoup mieux, je pense. Non, je ne pense pas que ça ait le bon micro. Je ne sais pas comment sélectionner les différents micros dans le. Alors, je ne sais pas si effectivement on suggère dans le chat que peut-être en fait, le caméra il y aurait un meilleur son, mais je ne suis pas sûre que ce soit lié à ça. C'est avec la petite molette en haut à droite à côté de la petite bulle dans paramètres, on peut sélectionner différents micros. Enfin, des différents micros et haut-parleurs. Pas de souci, on prend le temps de voir. Ah, il se reconnecte, du coup. Alors, on va attendre qu'il revienne. Je vois que l'intervention de Chloé juste avant avait quand même suscité pas mal de questions dans le chat, donc je refais de la pub encore une fois pour l'après-midi du 4 novembre qu'on organise en visio avec nos collègues québécois sur cette thématique de l'euthanasie, du suicide assisté et des soins de fin de vie. Donc des travaux de recherche, il y aura 2 travaux de recherche du Québec et 2 de la France qui seront discutés. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant de voir les deux visions de chaque pays. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Alors Mathieu revient, voilà. Bonjour, vous m'entendez mieux? Un peu mieux, ouais. Il faudrait repartager l'écran. Ouais. Ok, parfait, merci. Voilà, merci. Désolé. Voilà, donc quelques notions d'abord, je vous disais, de rationnel, 2 éléments de méthode générale avant de vous présenter les 2 parties, les 2 analyses de ce travail, celle sur les patients dérogistes qui sont une population tout cancer, et l'autre sur une population plus spécifique de patients avec cancer du sein métastatique. Je discuterai à la fin évidemment ces résultats.
Le rationnel, évidemment, bon, on va aller rapidement et rattraper un peu le temps, on ne va pas présenter, mais il y a des besoins croissants d'études sur le recours aux soins palliatifs, parce que les besoins eux-mêmes de soins sont croissants. Il y a peu d'études sur ce recours-là en France, il n'y a que d'une, dont on va voir peut-être que nos travaux peuvent en être quelques compléments. Et s'intéresser à la population avec cancer est évidemment important du fait de l'augmentation de la prévalence de cette maladie, essentiellement grâce à l'innovation thérapeutique et aux survies qui ont été prolongées, en particulier, par exemple, que la population de cancer du sein métastatique qui va nous intéresser. Je m'intéresse plus particulièrement dans ce travail aux structures hospitalières. D'abord, je pars de l'hypothèse que les facteurs de recours sont différents. On va voir que c'est le cas entre les structures ambulatoires et hospitalières, selon le type de structure, tout exactement. Et pourquoi plutôt hospitalière chez les patients avec cancer? Parce que dernièrement, le concept de soins palliatifs intégrés en cancérologie ont permis une diversification de ces structures dans les dernières années. Et je prends en compte dans nos travaux un risque qui permet de mieux estimer dont je ne parlerai pas trop pour aller dans cette présentation, qui est le risque compétitif de décès et qui évite un certain nombre de lieux. Du coup, l'objectif de ce travail a été d'identifier des facteurs prédictifs, sociodémographiques, économiques, liés au cancer, liés aux soins, associés à la fois à la probabilité, on entend ça comme la fréquence finalement, et aussi à la précocité du recours aux soins palliatifs hospitaliers, donc en tenant compte de ce risque compétitif de décès chez les patients avec cancer en France. Pour cela, 2 points de méthode. D'abord, le choix des critères de jugement qui m'ont permis d'étudier ce recours, mais aussi le choix des facteurs explicatifs que j'ai étudiés dans ce travail. D'abord, concernant les critères de jugement, l'événement d'intérêt de ce travail était le premier recours aux soins palliatifs hospitaliers. Ce premier recours est identifié par la présence d'un code Z515 dans les résumés sur leur visée de séjour du programme de médicalisation du système d'information. Ce code de 515 décrit finalement la présence d'une pathologie grave et incurable au cours du séjour, mais aussi la délivrance de prise en charge pluriprofessionnelle, notamment d'au moins 3 soins de support, et un tel niveau de soins finalement permet d'identifier les recours à des équipes spécialisées, soins de support, soins palliatifs, qui travaillent par exemple en hôpital de jour, en équipe mobile, ou encore en secteur de l'identifié ou en unité de soins palliatifs. À partir de cet événement d'intérêt, j'ai étudié donc la probabilité qui a été évaluée par l'incidence cumulée, c'est-à-dire la probabilité et la fréquence à un temps T, c'est le risque en ce temps-là, et ce temps, on l'a fixé à 2 moments du suivi, 2 ans après le diagnostic, parce que beaucoup de travaux montrent le conditionnement de la survie à long terme par la survie à 2 ans chez les patients avec cancer, et également en fin de suivi, donc selon les bases de données, c'est 4 ou 8 ans après le diagnostic. L'autre critère de jugement intéressant dans ce travail est l'étude de la précocité de ce premier recours, qui a été évalué en fait par le temps moyen de suivi après ce recours, donc qui a été évaluable chez les patients qui avaient eu recours aux soins palliatifs hospitaliers. Il est donc différent, cet indicateur du temps de recours aux soins palliatifs après le diagnostic de cancer, qui aurait moins bien appréhendé la durée de suivi par les équipes de soins palliatifs hospitaliers. Il est également différent du temps de décès après les soins palliatifs hospitaliers, qui lui est estimable uniquement dans le sous-groupe des patients décédés, donc avec une sélection de la population. Une fois présenté un peu comment étaient définis les critères de jugement, un autre point de méthodologie était le choix des facteurs explicatifs. Et pour bien les choisir, nous avons fait, dans un premier temps de thèse, une revue systématique de la littérature qui a identifié ces facteurs d'accès aux soins palliatifs spécialisés chez les patients avec cancer dans le monde, en différenciant les facteurs des structures qui avaient un recours contact, qui représentaient un recours précoce, les structures dites de palliative care, et celles qui représentaient un recours plus tardif, qui étaient les structures hospicières. Nous avons fait ça à partir de bases de données, des articles des 10 dernières années, et nous avons également évalué la qualité de ces articles. Cette revue a permis de mettre en évidence qu'il y avait plusieurs disparités, et en particulier que ces différences des facteurs qui influençaient les recours étaient différentes selon le type de structure qu'on étudie. Elles ont également mis en évidence le besoin de données sur les populations européennes, de données également complémentaires des données médico-administratives des registres qui sont souvent utilisées dans les études, et également un manque de données sur la précocité d'accès aux soins palliatifs. Ça a également orienté, c'était l'objectif, le choix de nos facteurs explicatifs de ce travail, au plan socio-démographique, socio-économique, puisqu'on a étudié la déprivation et le lieu de résidence qui sont souvent rapportés dans la littérature. Également de choisir des facteurs liés au cancer et
Ce travail a donné lieu à une première publication au PNJ sortie d'un paquet de pierre en 2020. Alors, venons-en maintenant aux deux analyses, et en particulier pour commencer à celle en population tout cancer, donc des patients issus des registres des cancers de Gironde, avec un incident de cancer en 2014. Dans cette partie-là, dans cette analyse, on a étudié sur le plan sociodémographique l'âge, le diagnostic et le sexe, sur le plan socio-économique la déprivation avec l'index EDI, ainsi que le lieu de résidence. On a également étudié, puisqu'il y avait tous les cancers représentés, l'effet de la localisation tumorale sur le recours aux soins palliatifs. Et enfin, sur le plan du soin, nous avons étudié la caractéristique du statut universitaire du centre qui prenait en charge le patient. Donc, comme je vous l'ai dit, on a étudié deux événements, l'incidence cumulée, donc la fréquence en 2 et à 4 ans, et également le temps moyen de suivi. Et ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est qu'on a, puisqu'on a vécu les cancers représentés, pu faire cette analyse dans deux sous-populations et les comparer. Une sous-population considérée avec un cancer favorable et une autre sous-population considérée avec des cancers au diagnostic défavorable, qui étaient en fait des cancers solides d'emblée métastatiques ou des cancers solides du système nerveux central ou grade, ou encore des hémopathies malignes dont la survie nette à 5 ans attendue était égale ou inférieure à 40%. Dans cette analyse, du coup, 1404 patients avaient eu recours aux soins palliatifs hospitaliers, soit une incidence cumulée à 4 ans de 16,7%. Cette incidence était 6 fois plus importante dans le sous-groupe à cancer à pronostic défavorable par rapport à celui avec pronostic favorable. Concernant la précocité du recours, le temps de suivi après recours était en moyenne de 69 jours dans le sous-groupe qui avait reçu ces soins. Et cette moyenne était 30% plus élevée dans le sous-groupe à cancer à pronostic favorable par rapport à celui à pronostic défavorable. Mais quel que soit le sous-groupe, la moitié des soins palliatifs hospitaliers ont été initiés dans le dernier mois de suivi. Les résultats concernant les facteurs qui influent l'incidence cumulée des soins palliatifs sont comparables à 2 et 4 ans, et je présente là les résultats à 4 ans. Et donc, pour commencer, je les présente dans la sous-population des cancers à pronostic défavorable au diagnostic. Dans cette population, le facteur associé aux plus fortes variations était la localisation tumorale, puis venait le statut universitaire du centre, puis le lieu de résidence. Concernant la localisation tumorale, les cancers du poumon étaient associés à un recours plus fréquent que les autres, tandis que les autres localisations étaient associées à un recours moins fréquent. En particulier, les patients avec hémopathie maligne avaient un recours moindre de 12% en moyenne par rapport au groupe de référence. À noter les localisations du côlon rectum et du système nerveux central qui n'étaient pas associées à une modification du recours aux soins palliatifs hospitaliers. Les patients pris en charge en centre universitaire avaient un recours plus fréquent que les patients des autres centres, mais cette augmentation n'était retrouvée que pour les patients âgés de 65 ans et plus. Enfin, les patients avec cancer à pronostic tumoral défavorable et vivant en milieu rural avaient moins souvent recours que ceux vivant en ville et atteints par les tumeurs observées de ce genre. Chez la sous-population des patients avec cancer favorable, la distribution des facteurs est un peu différente. La localisation tumorale et le statut universitaire étaient également prédictifs, mais s'ajoutaient dans cette sous-population l'âge de diagnostic et le DI. Le lieu de résidence, lui, n'était pas associé. Donc, dans cette sous-population, concernant la localisation tumorale, les cancers du poumon, là encore, étaient associés à un recours plus fréquent, et les autres localisations encore moins fréquentes, à l'exception cette fois des hémopathies malignes, donc des celles avec une meilleure. En particulier, les patients avec tumeur du système nerveux central de bas grade avaient un recours moindre de 10% en moyenne par rapport aux autres tumeurs. L'association de l'âge, elle, dépendait du statut universitaire du centre. C'est-à-dire que les patients âgés de 75 ans et plus avaient un recours plus fréquent aux soins palliatifs hospitaliers, mais cette augmentation, ce recours plus fréquent, était 2 fois plus importante pour ceux qui étaient en charge au sein des centres universitaires, et ça atteignait jusqu'à 8% de plus dans ce sous-groupe. De façon complémentaire, les patients traités en centre universitaire avaient tous un recours plus fréquent que les patients traités ailleurs, mais cette augmentation était 2 fois plus importante pour les patients les plus âgés. Enfin, en cas de cancer à pronostic favorable, un faible niveau socio-économique est associé à un moindre recours. Ça, c'était pour la fréquence. Qu'en est-il de la précocité? Les facteurs prédictifs de la précocité étaient la localisation tumorale et le sexe dans notre analyse.
La localisation à type de tumeur du système nerveux central était particulièrement prédictive. Les tumeurs de haut grade étaient associées à un temps de suivi en moyenne 2 mois plus long que les tumeurs métastatiques donc, de ce sous-groupe, les autres, tandis que celles de bas grade étaient associées au contraire à un recours plus tardif que les tumeurs de pronostic favorable. Enfin, les hommes avaient un recours plus tardif que les femmes dans les deux populations. Alors, que disent ces résultats? C'est déjà, à 4 ans, le recours aux soins palliatifs hospitaliers concernait un patient sur 6. C'est moins élevé que les patients décédés par cancer en France, probablement du fait qu'ils sont déjà, là sont déjà publiés dans la littérature, probablement du fait d'une sélection des patients les plus graves dans la littérature qui sont décédés, et aussi par la non prise en compte de l'exposition de décès, comme je l'ai mentionné au début. Cette analyse a permis de comparer les facteurs prédictifs de population selon le pronostic tumoral initial, et ça a spécifiquement étudié la localisation tumorale et des facteurs socio-économiques. La localisation tumorale était particulièrement prédictive, on l'a vu, suggérant des besoins et des organisations de soins différents sur un cancer probablement. Deux résultats étaient particulièrement notables. Le moindre recours pour des patients atteints par les hémopathies malignes les plus graves. Ça interpelle, mais ça rejoint les données de la littérature concernant cette population. Et une plus grande précocité du recours en cas de tumeur du système nerveux central de haut grade. Ça met possiblement en évidence des parcours de soins particuliers, probablement des pertes fonctionnelles souvent très précoces. Par ailleurs, cette étude confirme l'existence de disparités socio-économiques. Et comme on a étudié deux populations, on a pu mettre en évidence que ces disparités dépendent du pronostic tumoral initial, le recours étant restreint pour les plus démunis en cas de cancer favorable et pour les patients vivant en zone rurale en cas de cancer plus grave. Enfin, l'initiation des soins palliatifs s'est faite souvent en phase terminale, et ce, y compris en cas de cancer avancé au diagnostic, tout particulièrement pour les hommes, suggérant des différences de comorbidité ou de localisation tumorale, mais aussi, selon la littérature, des différences de représentation et d'attente concernant le projet de soins. Alors, ça, c'était les résultats en population globale tout cancer. Qu'en est-il d'une localisation plus particulière et plus avancée, puisque, par exemple, celle du cancer du sein métastatique, donc chez des patients de la cohorte estimée, inclus entre 2008 et 2016. Dans cette analyse-là, cette deuxième analyse, on a étudié une fois de nouveau l'âge, mais l'âge au diagnostic de la première métastase, ce coup-ci. On a étudié des facteurs tumoraux plus spécifiques de ce cancer, comme le sous-type tumoral, le délai sans métastase avant la première métastase, le nombre de sites métastatiques au diagnostic de la première métastase, la présence d'une métastase dite viscérale. Et concernant les caractéristiques des soins, on a également étudié le niveau d'activité du centre de référence en charge de patients diagnostiques et la période d'inclusion, puisque nous avions une période de 2008 à 2016. On s'aperçoit qu'à long terme, l'incidence cumulée de recours aux soins palliatifs hospitaliers est quasiment de 25%, et que quasi la moitié de ces recours, ce premiers recours, sont intervenus dans les 2 premières années. L'événement compétitif qui était dans notre étude d'avoir décédé sans avoir eu recours était à 8 ans élevé de près de 60%. Le temps moyen de suivi après premier recours dans notre population était de 21 jours. Tous les facteurs qu'on a étudiés étaient prédictifs dans cette analyse du recours aux soins palliatifs hospitaliers, à l'exception de la présence d'une métastase viscérale. Les associations dépendaient de la période de suivi. Donc, je vous rappelle, on a étudié à 2 ans et à 8 ans. Et je vous présente tout d'abord ici les résultats à 2 ans. À court terme, le sous-type tumoral était associé à plus forte variation et son association, elle, dépendait de l'âge, c'est-à-dire que les patients avec un sous-type tumoral triple négatif, qui n'ont pas de bon pronostic, avaient un recours plus fréquent à 2 ans que ceux avec les autres sous-types, et que cette augmentation était d'autant plus importante chez les patients jeunes. De façon complémentaire, les patients âgés, de 75 ans et plus, atteints de ce sous-type, avaient un recours moins fréquent, alors que ceux atteints par d'autres sous-types avaient un recours plus fréquent. Donc on voit bien que ça dépend du sous-type, mais aussi de l'âge. Un autre résultat notable est que l'augmentation du recours est 5 fois plus importante pour les patients avec rechute métastatique précoce par rapport à ceux qui avaient des rechutes 2 ans après la primitive. Enfin, les patients pris en charge en centre de lutte contre le cancer considérés à forte activité et ceux présentant plusieurs sites métastatiques est également un recours augmenté à court terme, c'est-à-dire à 2 ans, au soins palliatifs hospitaliers.
À plus long terme, donc à 8 ans, le niveau d'activité de centre était le facteur associé aux plus fortes variations d'incidence, qui venaient les caractéristiques tumorales et enfin l'âge. Comme pour le sous-type tumoral à 2 ans, l'association du niveau d'activité avec l'incidence cumulée à 8 ans dépendait de l'âge. Les patients pris en charge d'un centre à forte activité avaient un recours plus fréquent que ceux pris en charge dans les autres centres, et cette augmentation était plus importante chez les patients âgés. De façon complémentaire, les patients âgés pris en charge hors des centres à forte activité avaient un recours moins fréquent. Et cette association n'était pas retrouvée pour les patients de ces centres. Enfin, comme à court terme, les caractéristiques tumorales de mauvais pronostic et tous associés à un recours. Qu'en est-il de la précocité? Alors, seul le niveau d'activité du centre était prédictif de la précocité, du recours. Les patients traités dans des centres à forte activité avaient un temps de suivi en moyenne 1 mois plus long que ceux suivis hors de ces centres. Donc, que disent ces résultats? C'est une analyse qui, d'abord, constitue une première estimation en France de la probabilité de soins palliatifs hospitaliers chez les patients avec cancer du sein. Et ça représente dans notre échantillon un patient sur 4 à 8 ans, ce malgré le caractère avancé de ces cancers. Ça reste néanmoins supérieur à ce qui a été décrit aux États-Unis pour cette même population, probablement du fait d'un recrutement plus ancien dans la littérature, donc de modification de pratique de soins, mais aussi des différences du système de santé. En revanche, c'est une estimation qui est moins élevée de fréquence, qui est moins élevée que celle qu'on a observée dans l'analyse précédente chez les patients avec cancer à pronostic défavorable, donc métastatique, dans les patients des registres, ce qui illustre à nouveau la variabilité du recours selon les localisations tumorales. Par ailleurs, cette analyse à long terme a permis de comparer des facteurs prédictifs selon la période de suivi. Ainsi, le sous-type tumoral était particulièrement prédictif à court terme, tandis que le niveau d'activité du centre était le principal facteur à long terme. Enfin, cette analyse a montré le rôle de ces deux types de caractéristiques pour l'accès aux soins palliatifs hospitaliers chez les patients les plus âgés. Pour terminer, les soins palliatifs étaient dans cette analyse également majoritairement initiés en phase terminale, en particulier hors des principaux centres. Ce dernier point configurait une plus grande diversification des structures palliatives dans les centres les plus actifs, en particulier une meilleure implantation des hôpitaux de jour de soins palliatifs connus pour favoriser l'accès. Alors, comment peut-on discuter ces résultats? D'abord, ce sont des données qui a même une meilleure connaissance des facteurs au moment du diagnostic, en tenant compte de deux choses, du pronostic tumoral au diagnostic pour la première analyse et de la période de suivi pour les deux analyses, puisqu'on a pu avoir un certain recours. La comparaison des deux populations montre des points communs. Certains sous-groupes de patients ont une probabilité augmentée de soins palliatifs hospitaliers au cours après le diagnostic. C'est le cas des patients les plus âgés qui, dans les deux analyses, ont un recours fréquent dans les premières années après le diagnostic. C'est cohérent avec le fait que l'âge est un facteur de risque de comorbidité, de décès précoce chez les patients avec cancer. Mais nos données précisent deux points concernant ce sous-groupe. Le premier, c'est que cette augmentation est retrouvée parmi les patients atteints par les cancers ou les sous-types tumoraux les plus favorables. Et le deuxième est qu'elle dépend en plus des caractéristiques. De plus, dans les deux populations étudiées, les caractéristiques tumorales de mauvais pronostic sont prédictives d'un recours plus fréquent, qui est en lien avec les recommandations et les besoins plus importants décrits dans la littérature en cas de cancer avancé. Enfin, les deux analyses confirment l'existence de disparités liées aux caractéristiques du centre. Les données, elles, sont nouvelles, concernant en tout cas le système hospitalier français, mais ces résultats ne permettent pas à ce stade de conclure quant au mécanisme impliqué. Et ce travail présente en effet plusieurs limites. D'abord, les limites liées à l'utilisation du code 775 qui expose à un risque de sous-déclaration de ce code-là, même si la validité s'est améliorée, notamment en MCO dans les dernières années, du fait qu'on utilise ce code pour revaloriser les séjours, que des contrôles réguliers qui sont réalisés. Une autre limite, c'est ce que vous venez de dire, c'est que l'interprétation causale n'est pas possible, notamment parce qu'il y a beaucoup de facteurs d'intérêt explicatifs qui n'étaient pas disponibles. Voilà. Et enfin, on a utilisé certaines variables contextuelles, donc données dites agrégées, qui peuvent également biaiser un certain nombre de résultats. Mais ces données ont quand même beaucoup de force. Ce sont des bases de données d'abord qui sont complémentaires, puisque les données de cohorte sont des données cliniques, de vie réelle, tandis que les données de registre sont des données médico-administratives
populationnelles. Donc, c'est très complémentaire. Ce sont des données valides et contrôlées, avec un nombre élevé de patients et un suivi très long, ce qui a permis de mettre en évidence, évidemment, certaines différences que je vous ai présentées. Et enfin, nous avons tenu compte de l'effectif de décès, ce qui n'avait pas encore été fait dans les cas. Les perspectives sont nombreuses, elles sont d'abord cliniques et pédagogiques, notamment les résultats concernant les facteurs tumoraux et l'âge, permettent d'anticiper mieux les besoins en pratique clinique, mais également d'orienter la formation de certaines équipes selon ce que l'on regarde dans une structure, en soins gériatriques par exemple, lorsqu'on voit que les personnes âgées sont accueillies dans un certain endroit, ou hématologiques, ou en soins palliatifs. Elles sont également organisationnelles parce qu'elles permettent de voir comment on pourrait mieux harmoniser l'offre de soins et de diversifier notamment les structures collectives, en particulier les hôpitaux de jour pour faciliter un accès précoce. Enfin, les perspectives de recherche sont nombreuses. Une première serait d'avoir des études plus analytiques sur des patients de cancer, donc qui permettraient de mieux comprendre les mécanismes de certaines disparités, ou encore des études plutôt par sous-groupe de localisation tumorale ou encore par sous-groupe d'âge pour essayer d'identifier des facteurs tumoraux spécifiques ou des facteurs génétiques. Et enfin, ça soutient la démarche de mutualiser les données, notamment mutualiser ces données cliniques de cohorte avec des données plus administratives nationales, telles que celles présentes au sein du système national de médecine. Je vous remercie de votre attention.